Voilà, donc l'assourdissement ou le masking. Donc là, ce que je vous propose, c'est juste un petit rappel d'une méthode qui est un peu plus rapide et facile à retenir que l'ensemble des calculs proposés pour le masking, d'accord? On va voir ensemble le masking en conduction aérienne. Je vous laisse dans le PDF la même méthode pour la conduction osseuse. Donc avant tout, et j'ai rien inventé évidemment, c'est tiré des bonnes pratiques en audiométrie de l'adulte par la SFA, c'est de faire une conduction aérienne au casque, donc en premier sans masking, droite et gauche. La même chose, vous faites votre osseuse sans assourdissement non plus. Ça permet de mettre en évidence le RIN. Et ensuite, vous faites un petit Weber, si possible fréquence par fréquence. Et la première oreille à tester, c'est-à-dire la première oreille qu'il faudra tester en masquant la contralatérale, sera indiquée par la latéralisation franche du Weber. D'accord? Si évidemment, la différence entre la conduction aérienne de l'oreille testée et la conduction osseuse de l'oreille contralatérale est supérieure. Alors, selon les fréquences, 45, 50, 40, hein, comme je vous ai montré sur l'assistant de masking, vous procédez à l'assourdissement ou au masking. D'accord? Le conseil, c'est d'utiliser un bruit à bande étroite plutôt qu'un bruit blanc. Le bruit à bande étroite est quand même plus masquant, ça c'est prouvé, sur les fréquences graves. Donc vous aurez un meilleur masking sur les fréquences graves avec un bruit bande étroite qu'avec un bruit blanc. Bon, après chacun sa préférence, d'accord? Et n'oubliez pas quand même de vérifier quand même vos niveaux de masking que vous aurez trouvé finalement avec les critères d'efficacité de non-retentissement. Je vous les ai remis ici pour mémoire. Vous les retrouvez donc sur le PDF, juste ici. Donc la méthode. Hop, j'arrive pas à passer. Voilà, c'est bon. Donc la méthode qui est recommandée, la méthode c'est la méthode de Biddle. Alors, votre valeur initiale de masking sur l'oreille contralatérale. D'accord? Combien je vais mettre d'intensité sur mon oreille contralatérale. Vous partez du seuil de l'oreille à tester. Donc l'oreille qui présente peut-être une courbe fantôme. Et vous rajoutez 15 dB. Ensuite, vous refaites votre mesure de seuil en activant le masking. Et vous allez modifier en fonction, pour chaque réponse positive, vous rajoutez 5 dB au masking. Pour chaque réponse négative, vous rajoutez 5 dB au signal test, jusqu'à qu'il y ait une réponse positive. Et si vous avez à nouveau une réponse positive, vous repassez sur la procédure de rajouter 5 dB au masking jusqu'à 3 fois. Au bout de 3 fois d'augmentation du masking, on considère qu'on est sur un effet plateau et qu'on peut valider le seuil. Alors, ça donne quoi concrètement? Je vais repasser sur AutoSuite. Voilà. Alors typiquement, j'ai rentré un audiogramme avec suffisamment d'écart interoral pour déclencher l'assistant de masking. Donc vous voyez que les courbes se mettent à clignoter, les points se mettent à clignoter, les points que je devrais masquer. Ici, il considère que je suis pas obligée de masquer parce que l'écart interoral n'est pas suffisant. Sachant que pour l'osseuse, on mesure que jusqu'au 4000. Ok, donc par exemple pour le 1000, avec ma méthode ascendante on va dire. Pour le 1000, je vais donc prendre 70 décibels ici et je vais rajouter 15 décibels. Donc normalement, je suis censée partir à un masking de 85 décibels. Alors, excusez-moi, j'ai ma petite fenêtre qui est juste devant le niveau de masking, ce qui m'empêche de le régler. Donc, hop, 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 j'allais trop loin. Voilà, donc toujours au casque, masking à gauche, en bruit bande étroite. Je lance ma stimulation et j'oublie pas de me mettre sur le système de masking en appuyant sur le triangle. Je lance mon test. Si mon patient me répond oui, j'entends bien le test, j'attends bien le signal, pardon. J'augmente une fois le masking. Oui, j'entends toujours. 2 fois le masking. Oui, j'entends toujours. J'augmente 3 fois le masking. Encore 5 dB. J'entends toujours. Je valide le point.
pense à redescendre mon niveau de masking. Je vais aller par exemple tester ici le 500. Le 500, je suis à 65. Donc je vais présenter, excusez-moi, à chaque fois je refais pareil. Je suis à 65 ici. Je vais présenter un son à 80 décibels, 65 plus 15. Je pense à me remettre en masking. Alors, le masking s'est enlevé parce que j'ai cliqué sur la gauche au lieu de la droite tout à l'heure. Je lance. Non, je n'entends pas. Alors, j'augmente mon signal de 5 dB. Toujours pas. J'augmente mon signal de 5 dB. Oui, je l'entends. OK. Donc, je continue à stimuler avec cette fréquence, à cette intensité-là. Pardon. J'augmente mon niveau de masking. Je l'entends toujours. J'augmente une deuxième fois mon niveau de masking. J'entends toujours. J'augmente une troisième fois mon niveau de masking. J'attends toujours. Attention tout de même au niveau de masking que vous présentez dans l'oreille contralatérale. D'accord ? Revenez à votre formule d'efficacité et de non-retentissement pour quand même vérifier, vous entraîner sur des simulations ou sur des contrôles à bien maîtriser, à vérifier quand vous dépassez le critère de non-retentissement pour que ça soit quand même un réflexe et ne pas stimuler en contrôle latéral en masking sur des intensités qui seraient pas supportables pour votre patient. C'est une méthode qui est donnée dans le précis d'audiométrie. Dans le précis d'audiométrie, vous retrouvez aussi vos bonnes vieilles formules de masking. Si vous avez des bonnes pratiques à partager, n'hésitez pas à les partager, d'accord ? Et moi, ce que je voulais dire pour faire la passerelle avec les inserts, c'est tout simplement que le masking, il faut quand même le faire correctement. Et c'est vrai que ça prend du temps, c'est anxiogène pour le patient. On envoie quand même un son assez fort, c'est fatigant, donc c'est sûr de fatigabilité. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est pas anodin quand on fait un masking. Donc quand vous faites une audiométrie avec les inserts, rappelez-vous, je reviens sur mon PowerPoint 2 secondes. Vous avez les niveaux à partir duquel vous devez masquer suite au possible transfert transcrânien. Vous voyez ? Entre oreillettes, donc les inserts et le casque, il y a ici 60 décibels contre 35 au casque, 70 contre 45. Là où on en a le moins, c'est sur le 1000, 55 contre 45. Mais en moyenne, on a une marge de manœuvre de plus de 10 décibels jusqu'à 20 décibels, pardon. Ça veut dire que vous avez moins souvent l'obligation de masquer pour avoir une audiométrie vraiment fiable. L'audiométrie aux inserts, il y a plusieurs avantages à son utilisation. Je vous remontre ce que c'est les inserts pour ceux qui n'ont pas l'habitude. J'aurais pu me mettre voilà, comme ceci. Les inserts, c'est tout simplement ce petit boîtier et ce petit fil ici, comme le tube RECD, mais ce n'est pas un tube RECD parce qu'il est plus long, et une petite mousse, par exemple, que vous allez malaxer pour la faire entrer dans le conduit auditif de votre patient. D'accord ? C'est d'une simplicité vraiment enfantine de les placer. C'est juste un coup de main à prendre et une habitude. Donc, tout simplement, l'audiométrie aux inserts, c'est des seuils en SPL au tympan. On prend un niveau de sortie au tympan et on va stimuler l'oreille directement au tympan. Si vous faites de la mesure in vivo, ça reste en cohérence avec la mesure in vivo où toutes vos mesures vont se faire également au tympan, où vos valeurs de mesure sont des niveaux de sortie au tympan. D'accord ? Donc, il y a une cohérence. La deuxième chose, c'est que les inserts annulent en partie, et en grande partie même, les réverbérations dues à la conque et au conduit auditif. Donc, on part toujours sur la même référence, c'est-à-dire le son délivré au tympan. Donc, c'est plus proche du tympan, évidemment. Et la meilleure isolation au niveau des mesures de l'audiométrie. La meilleure isolation, c'est l'atténuation du bruit de fond. Regardez ici entre un TDH 39, l'atténuation du bruit de fond par fréquence, surtout sur les graves, un casque autre fréquence et les inserts. C'est quand même plus de 30 dB d'écart. Ça peut donner un peu plus de précision. Alors, le tout petit bémol, c'est qu'on peut entendre peut-être un petit peu plus ces bruits de mastication. D'accord ?
Je reviens juste ici. L'autre chose importante, c'est que la calibration des inserts, elle se fait au 2 cc, alors que la calibration du casque, elle se fait au 6 cc, au 6 cm3. Vos courbes de pré-réglage, par exemple proposées par vos logiciels fabricants, et l'ensemble des courbes présentées pour le réglage de vos appareils sont établies avec des formules calibrées sur le 2 cc. D'accord? Donc là aussi, encore une autre cohérence, parce que le 6 cc, on sait très bien que déjà les conduits auditifs peuvent présenter des écarts de l'un à l'autre et inter-individuels et intra-individuels importants. Quand on rajoute en plus la conque et le pavillon, on rajoute encore des écarts plus importants. Donc on se rapproche d'un niveau plus précis avec les inserts et surtout, ne serait-ce que pour ce côté pratique, on se libère de la nécessité de masquer sur une grande majorité des cas. Et ça, c'est quand même un petit plus de savoir que son audiogramme est juste, fiable et sans avoir à masquer des 40 ou 35 décibels. D'accord? Une dernière petite chose avant de vous libérer. Un petit diagramme là qui représentait simplement le risque d'erreur entre casque et insert et plusieurs tests au casque sur la même personne. Sur la même personne, au casque, on arrive à avoir jusqu'à 20 dB d'écart sur certaines fréquences. Ça m'arrive moi au casque, le TDH39 avec le ME70, vous savez, avec les grosses bonnettes. Selon comment je le place, j'arrive à me trouver presque 20 dB de perte sur le 6000 et le 8000. Alors que si je le replace et que je redresse ma tête, je vais ne plus trouver cette perte auditive. D'accord? Et des fois, je me rends pas compte. J'arrive à leur recréer quand même cette perte auditive alors que finalement, je pense que mon casque est bien placé, sachant qu'il est sur mes propres oreilles. Je pense pouvoir m'en apercevoir et figurez-vous que finalement, j'arrive quand même à créer des pertes auditives qui n'existent pas sur ces fréquences aiguës. On peut trouver donc en moyenne jusqu'à 8 dB de mieux avec les inserts. Comme on est au tympan et qu'on a moins de bruit de fond, moins de déperdition du son, en moyenne, c'est 8 dB de mieux au casque. Donc après, quand vous passez en in vivo, dites-vous que ça aussi, c'est 8 dB de plus sur votre audiogramme dont les cibles de réglage vont tenir compte. Ok? Donc, pensez-y, l'audiométrie aux inserts. Les inserts, ça coûte un petit peu moins de 700 €. Vous les utilisez de toute façon aussi souvent que possible. Après, il y a des cas, on est bien d'accord, où les inserts seront pas possibles. Surtout vos audiomètres, vous pouvez brancher et le casque et les inserts. Le casque, vous l'avez par défaut. Ça demande une calibration, les inserts qu'on vous envoie en même temps que le matériel, d'accord? C'est une calibration spécifique pour les inserts. Donc pensez-y. Ça a de gros avantages. Si vous faites la formation présentielle sur la mesure in vivo, Sébastien Génie vous en reparlera encore de ces avantages-là par rapport à la mesure in vivo. Voilà. Je vous libère, j'ai terminé. Place aux questions. Évidemment, on n'aura peut-être pas le temps de voir toutes les questions parce que je sais que votre temps est compté et que je dois vous libérer. Donc, j'en prends note et je reviens vers vous avec des réponses ultérieurement si vous ne pouvez pas rester pour les questions. Avant les questions, je vais libérer vos micros et récupérer le chat. Retrouvez-nous sur Autometrix France sur Facebook et sur autometrix.fr pour récupérer les webinars notamment et les mises à jour AutoSuite. Profitez-en. Sur Autometrix, je diffuse aussi des infos de formation. Merci beaucoup, je vous écoute.